le rétablit en 1802. Il envoie l'armée combattre l'indépendantiste haïtien Toussaint Louverture, qui meurt en prison. Haïti deviendra néanmoins une république indépendante en janvier 1804. Partout où l'esclavage avait été aboli, il est rétabli. Pourtant, l'idée de l'abolition continue de progresser dans l'opinion. Elle s'inscrit dans la continuité des droits de l'homme et de la Révolution française. En 1815, les grandes puissances réunies en congrès à Vienne condamnent le trafic négrier. Des lois suivent. D'abord bafouées, elles finissent par s'imposer. L'Angleterre abolit définitivement l'esclavage en 1833. Finalement, c'est la Deuxième République qui tranchera. L'Alsacien Victor Schœlcher passera 20 ans à enquêter, argumenter, persuader et combattre. Il devient sous-secrétaire d'État durant la Révolution de février 1848 et signe le décret d'abolition le 27 avril. Comment vivre ensemble désormais, les descendants de la nuit racontent. Je me souviens de mon premier voyage en France. Mon père rêvait de voir le château de Versailles et son collègue, encore plus noir que lui, un Congo, chantait « J'irai revoir ma Normandie ». J'avais 10 ans et comme la plupart des Antillais, je ne savais rien de ma Guadeloupe natale ni des îles alentours. Mon père connaissait tout de ce château, sauf l'essentiel. Ici, Louis XIV, le roi Soleil, avait signé la part la plus cruelle de notre histoire. Le Code noir, qui allait régir durant plus de 2 siècles, le commerce d'esclaves nègres déportés d'Afrique vers les Antilles pour y cultiver la canne à sucre sous la domination des colons blancs. En 1848, lorsque l'abolition de l'esclavage fut décrétée, malgré la violence et la haine qui fondèrent cette histoire, chacun, noir ou blanc, dut accepter une part du monde de l'autre. Aujourd'hui, alors que l'air du temps nous incite à croire que ces îles sont faites de mélanges et d'échanges harmonieux, je refais cet incessant voyage qui me ramène chez moi, interrogeant nos souvenirs et nos oublis, nos regards et nos paroles, nos silences et nos rires. Lorsque j'étais adolescente, un champ de canne à flanc de montagne marquait la frontière d'un monde clos et mystérieux. Le monde de ce que l'on appelait l'habitation. C'étaient ces grands domaines agricoles où les descendants de colons, les béquets, régnaient en maîtres. Jusqu'à la fin des années 60, la Guadeloupe comptait près d'une vingtaine d'usines sucrières. La saison de la canne affolait l'île. L'air empestait la bagasse, le sucre brûlé, les effluves de tafia et la sueur. Aujourd'hui, il ne reste en grande terre qu'une usine, l'usine Gardel. Toutes les autres sont en ruine, mais la canne torture encore les mémoires. Dans la maison de l'usinier Becquet, Exilia était cuisinière et gardienne d'enfants. Elle ne dira rien des secrets qu'elle connaît, bavarder n'est pas son genre. Joseph, on le surnomme l'Allemand, car il règle son temps comme une horloge. Il a la démarche altière des tambourinaires, mais ce n'est pas de l'arrogance. Dans son jeune âge, un sac de sucre lancé sur son épaule lui brisa la clavicule. 65 ans de sa vie, Joseph a travaillé à l'usine. Avant Gardel, t'es ni contre-maître à l'usine. T'es ni 3 contre-maîtres. Mais c'était, t'es qu'à diriger l'usine là. C'était un qui n'est qu'à travailler. Nègre, effectivement, j'ai qu'à travailler, c'était esclave. Ça c'est dit. Il n'y a pas de ni fouette, il n'y a pas de ni bâton, mais c'était esclave.
Parce qu'on n'a pas bénéficier de ça qu'on a fait. Ça qu'on a fait, c'était, ça s'est dit, c'était, ou pas même de pour manger, parce que toujours des cas doués à un travail qui va travailler. Au fond, que c'est un travail, au fond, moi, travail, mais il faut toujours douer. Et pourtant, au travail forcé, là, on devait travailler depuis à 5 h du matin, on va lever cycle, on va se dire cycle. Là, on va se dire cycle comme ça, de 5 h du matin à midi et demi. Midi et demi, on va aller un petit boucher manger, là, on va aller un petit boucher manger là, à 1 h, au point. Il va faire expédition. Il disait tu vas pour lâcher. Là, on va prendre travail en journée, on va se dire au moins 5000 sacs cycles, 6000 sacs cycles. Nous ne pouvons pas voir pas même un dimanche. Dimanche, on va rien. Grand vendredi saint, il y a fait expédition pour voyer sur descendre Pointe-à-Pitre. Si Camounian, chemin, il y a envoyé venir chercher nous pour nous payer 2 bacs, toute voiture qui retourne monter. Pour nous débarquer, pour nous mettre cycle en magasinier encore pour nous repasser en malaxeur, puis nous pouvons sécher. Tous les jours. Vous comprenez, nous devons lever cycle. Si nous ne pouvons pas prendre un petit pot de cycle, 20 kg cycle, pendant que vous voyez, et si vous voyez, qu'après, il va faire peut-être que c'est là, pour 6 mois là, on va faire là. Et il y a présent là, vous voyez, récolte finie, il y a tout le primaire, il y a 6 jours pour l'abbé, c'est nous-mêmes qui devons peser 6 pour l'abbé, pour directeur d'école, pour tout. Vous voyez, c'est que la pointe, pour chaque monsieur, 50 kilos cycle. Va changer 2 ou 3 places. C'est pas ni manger, pour moi, acheter manger. Dans chaque usine sucrière, il y avait des géreurs, des commandeurs, des contremaîtres et des ouvriers. La hiérarchie s'organisait selon la clarté de la peau autour des blancs et des mulâtres. Les commandeurs et les géreurs allaient à cheval, arrogants et menaçants sous leurs casques coloniaux. Madame Carmélite, une mulâtresse, femme de contremaître, tenait la boutique de l'usine et s'efforçait de gravir les rangs de cette pyramide raciale. Je suis mademoiselle Alfred Joseph Carmélite. Félicité, née le 12 juillet 1913, à 2h30 du matin. Ça vous suffit? Je n'ai pas été mariée. Je devais me marier avec le père de mes enfants. Mais sa soeur ne voulait pas. Elle lui a dit conserver le mariage pour aller ses 2 filles. Et je me suis arrangée, je suis la retraitée de M. Adlaf. Comme cadre à Gardel. Parce qu'il a été cadre. Il ne faut pas te mettre devant la machine, je me suis mis de l'autre côté. Ne me faites pas te dire ça pendant qu'on fait ça. J'ai été élevée à Gardel. Parce que mon père était chef contremaître et maître cuiseur. Maître cuiseur. Il passait dans 3 usines de M. Grève. Maître cuiseur. C'est pourquoi j'ai connu 11 usines en marche. 11 usines à Cap-Esther, à Petit-Bourg, la retraite, sauf Bonne-Mère, que j'allais parce que mon oncle travaillait là. Et mon père allait dépanner. Parce qu'il y a un moment où le sucre ne veut pas sortir de la mélasse. Alors on le faisait appeler pour régler les appareils. Parce qu'il était chef cuiseur. C'est où il a passé toute sa vie. Ma blanche,
Ma maman était une femme blanche, la voilà. Et mon père était noir avec des beaux cheveux. Ah ben c'est que son père était un mulâtre et sa mère était une négresse noire. Mademoiselle Strazel, Victoria, la grand-mère, elle était noire comme du cirage. Et mon grand-père, le père de mon père, était un mulâtre. Mais ils avaient leur propriété à côté. J'ai tous les documents, là. Je suis né sur une habitation où mon père, qui était un Indien, travaillait comme ouvrier agricole et ma mère, une négresse, était également ouvrier agricole. L'habitation, c'est une plantation de canne, mais c'est aussi un endroit où il y a des maisons, on appelle ça des cases, où vivent les ouvriers agricoles. Et il y a une grande maison qui est la maison du géreur. Sur cette habitation, le géreur, M. Gaudésormeau, était un mulâtre d'origine martiniquaise qui était le chef suprême de l'habitation, qui employait les ouvriers. Il avait une boutique où nous achetions nos commissions. Et en même temps, c'est lui qui représentait l'usine, puisque l'usine étant située à quelques kilomètres, nous ne connaissions pas qui était le propriétaire de l'usine. Ce que nous savions, c'est que l'usine, c'est l'usine du Blanc, que nous n'avions jamais vue et que nous ne connaissions pas du tout. L'habitation, c'est quoi? C'est d'abord un ordre économique et un ordre social. Cet ordre économique, cet ordre social a pour, en quelque sorte, organisateur le colon, celui qu'on appelle le béquet, qui est en fait celui qui organise avec un ensemble d'éléments juridiques qui viennent aider à cette organisation. Et il organise un état social et politique de violence, mais d'extrême violence entre son ordre à lui qui doit être protégé et l'ordre des esclaves, c'est-à-dire la manière servile, qui doit être en situation permanente de servilité, d'obéissance et de contrôle. Le sentiment le plus vivace que j'ai de cette période, c'est un événement qui est survenu. Mon père, comme tous les ouvriers agricoles, avait des bœufs qu'il attachait dans les lisières. Un jour, il a attaché ses vaches dans les lisières d'un champ. Le garde de la propriété a détaché les bœufs et les a attachés dans le champ de canne. Lui qui savait qu'il n'avait pas attaché ses bœufs a eu une altercation avec le garde. Suite à cette altercation, échange de coups de poing, de bons procédés, si on veut, il a été mis en prison. Il a passé 3 mois en prison. Et quand il en est sorti, sa dignité étant bafouée, il est devenu fou. Et quand je l'ai connu sortant de prison, j'étais gosse, je n'ai plus reconnu ses paroles, je n'ai plus reconnu, il n'était plus le même homme. Et puis, la honte aidant, il a fui l'habitation, il a laissé ma mère toute seule. Il est allé habiter à Goyave. Et je l'ai revu épisodiquement de passage sur Capesterre. Et puis, en 1963, au moment où il y avait un cyclone, il est mort dans l'anonymat. Et je n'ai même pas pu aller à son enterrement. Et je crois que c'est cet épisode de ma vie qui quelque part, m'a fait basculer et m'a permis de comprendre que je vivais une situation qui était extrêmement pénible pour un individu. Et je me suis commencé à me poser des questions sur la société dans laquelle je vivais. Quand j'ai eu 13 ans, mon père est rentré à la maison un soir, bouleversé. Et au bout d'un moment, comme il ne parlait pas, je lui demande ce qu'il y a. Il me dit, c'est pour toi, ma chérie, c'est pour toi que je retournerai à l'usine demain. Et il m'explique qu'il a demandé, que ça fait plusieurs mois, que ses heures supplémentaires ne sont pas payées,
qu'il est allé avec son bulletin de paie réclamer le paiement des heures supplémentaires au directeur responsable du personnel et que ce directeur lui a froissé sa fiche de paie et l'a jetée. Il m'a dit sa douleur d'avoir à ramasser la fiche de paie froissée. Il me l'a montrée. Je lui ai dit, écoute papa, ne retourne pas. Je suis partie, il y avait une usine de Coca-Cola pas très loin. Tu te rappelles, l'usine de Coca-Cola qui était à Monverguin. Je suis allée demander au responsable du personnel s'il ne voulait pas embaucher quelqu'un. Et il m'a dit de venir avec mon père. Et je suis repartie chercher papa en lui disant de ne pas retourner. Je ne voulais absolument pas qu'il retourne à l'usine parce que je voyais que ça avait été quelque chose de tellement difficile pour lui, le geste de ramasser son bulletin de paie. Et cette image, ça ne m'a jamais quittée. Je n'ai jamais pu oublier. Combien d'histoires chuchotées ai-je surpris ici à propos des Blancs créoles en écoutant les grandes personnes. On disait qu'ils se mariaient entre eux, qu'aucun soleil ne pouvait marquer leur peau car ils ne se mélangeaient pas, ce qui me rendait leur présence encore plus fantomatique. Toute l'aristocratie békée s'était jadis réfugiée en Martinique, alors sous domination anglaise. Ces békés avaient fui la guillotine qu'on installa en Guadeloupe pour exécuter les planteurs blancs qui avaient refusé, en 1794, d'appliquer la première abolition de l'esclavage. Et la plupart de ceux qui restèrent furent décapités. Ma famille est censée venir de Lisieux. Et Ayotte, ça voulait dire petite haie. C'était des gens, j'imagine, qui ont quitté la France pour sans doute des raisons économiques, qui ont voulu rechercher de nouveaux horizons et qui ont quitté la Normandie en 1680, je crois. Ça, c'est la famille de Ayotte de mon père, et la famille de ma mère vient de Saint-Christophe. Enfin, vient du sud de la France et a transité longtemps à Saint-Christophe. Et étaient les représentants du roi à l'époque à Saint-Christophe, puisque Saint-Christophe était la base de l'amirauté royale aux Antilles. Et cette île s'est battue pour la conquête, la reconquête de toutes les îles de la Caraïbe contre les Anglais. Et ils ont quitté Saint-Christophe en 1700 et quelques et sont venus s'installer à la Martinique. Donc voilà les origines de mes deux familles. L'usine et l'habitation, c'était en fait la dynamique du village. Le village était constitué autour de l'usine à sucre. Je veux dire, la majorité des gens qui habitaient dans le village travaillaient à l'usine. C'était donc une synergie économique. Les villages en Martinique ont été tous des synergies économiques autour des usines à sucre à l'époque. Et chaque village était un monde, chaque village était une usine à sucre différente. Et j'ai, dans les années 60, je me suis imaginé que je vivais au 19e siècle. Voilà ce que je veux dire quand je dis que le temps était figé. Il n'y avait pas un aristocrate blanc sur son fauteuil de planteur, comme l'image d'Épinal peut l'évoquer, et des nègres qui transpiraient dans les champs. Le travail était véritablement un quotidien pour chacun. Mon père se réveillait à 3 heures du matin quand il arrivait à dormir 2 heures par nuit pour repartir à l'usine. Les ouvriers venaient le réveiller en permanence quand il dormait 2 heures à la maison parce qu'une machine à vapeur avait explosé, qu'il fallait réparer. Et c'était des machines infernales. C'était vraiment des machines, c'est Charlie Chaplin des temps modernes, encore une fois. Et ça, je crois, rapprocher les gens. Et c'est peut-être de là que vient ma difficulté à m'exprimer clairement sur... quand on dit, oui, il y avait cette cassure immense entre le blanc et le noir dans l'habitation, c'est vrai. Mais il y avait aussi quelque chose, une intimité très particulière qui était vécue entre le blanc et le noir, qui est difficile à exprimer
Parce que pour celui qui ne l'a pas vécu, je dirais, elle peut paraître soit dérisoire, soit on peut penser vraiment, mais quel gentil petit blanc qui s'imagine que tout allait bien. C'est pas ça. Il y avait un quotidien, un vécu que moi j'ai peu connu, mais que j'ai quand même connu dans mon enfance, qui était spécifique encore à ces derniers balbutiements du monde de l'habitation, qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a pas de pureté des origines. Et pour autant, dans cet état de violence qui nous constitue, ce qui va nous constituer en tant que peuple martiniquais ou guadeloupéen, peuple antillais, c'est le fait d'admettre que nous sommes nés de cela parce que nous avons, dès le départ, résisté à cela. C'est-à-dire que l'ordre colonial, l'ordre de la traite, l'ordre de l'interdit, en d'autres mots, le déni que cela soit des hommes, pour permettre que l'ordre se légitime, pour permettre que l'ordre de la traite reste. Ce déni-là a été, dès le départ, mais je dis bien dès le départ, refusé par ceux-là même, y compris qui donnaient l'impression qu'ils l'acceptaient. Je n'avais jamais navigué sur le canal de retour qui traverse une partie de la Guadeloupe. Il avait été creusé en 1820 par des esclaves pour relier l'usine de Blanchette au port de Pointe-à-Pitre. Le battleur qui me le fit découvrir était un nègre Congo. Il me raconta que des Congos vivaient encore vers la montagne, par grappes, dans des groupements de cases qu'on appelle des cours. Ils arrivèrent libres après l'abolition de l'esclavage pour travailler sous contrat et on les avait oubliés là. Ils n'ont jamais perdu les rites que leurs ancêtres rapportèrent d'Afrique et leurs chants kikongo se mêlent à la langue créole. Nous avons dans section à Cambois-Fort. Nous avons à vie tout à fait en haut à Cambois-Fort. Et là, on a la cour Massambo. C'est là toutes ces cases-là, Massambo. Tout ça, là, c'est Massambo. Tout à l'heure, aux alentours, c'est cases-là, Massambo. Et c'est côté-ci, on va faire cérémonie à Grappe Congo, le 1er novembre. À pas dire qu'on fait là qu'il pleuve, qu'il neige. Pas de neige ici, mais quel que soit le temps là, il est là, jour là, il est là, ni Grappe Congo côté-ci. Qui a commencé à 9h, qui a fini à minuit. 9h à minuit, nous avons chanté un Kiki Congo. Et puis, cousine à moi, on a une cousine qui a une assiette blanc, bouquet. Lui-même aussi qui a habillé tout de blanc, il a un bon chabois qui est mouquenya. Il a aspergé public là, par exemple, c'est des démons pour y environ 5 aussi. Il a fait mes yeux, il a ouvert bouche, c'est pour ça que nous avons chanté ça là. Et il a envoyé un petit public là, et là, ça a démarré. Et qui je nous comprends encore, Jacqueline? Et Missolé, qu'a trouvé, c'est mort là. Des grands-parents à Rosemée et Violette, on a cherché des Casamari France. Et on a descendu la veille. Et d'abord, maman Rosemée, il parle en ce moment, il y a 5 ans cité là. C'est lui qui a des assiettes blanches là. Elle veut un moucoin, là, mais elle marée, elle veut un morceau de coton blanc tissu. Et il a sorti un monde là, il a descendu. Elle fait un monsieur cousin de Marcel Galette qui a un fusil en main. Fusil là, présent là, il va derrière Casamari France. Il a pété un coup de fusil et maman a envoyé un roman là. Et nous, toutes les petits mouns, c'est le Massambo qui a dansé. Nous, derrière, les parents, nous avons là, on s'est devant la porte, Violette Massambo. Et là, nous arrivons à présent, nous avons commencé à danser. Et maman a commencé à se perger, on là, il là. Et on a d'autres coups de fusil. Et c'est à ce moment-là, par cette cérémonie-là, qu'a commencé. Et on a chanté Missolé, Kouya, Messola, et Missolé, Ya, Messola, et Missolé, Ya, Messola, Missolé, Ya, Messola. Et nous allons danser en moment ça. Et ouais, oui, mais bon, toujours. Grand-mère, nous, qui a dansé, c'était moi avec cousine, moi, Rosemée Massambo. Et moi, c'est Violette Massambo. Nous étions petits, nous devons marcher derrière des ouailles. Mais juste temps, nous venons grandir nous-mêmes, nous prenons ça en main. Nous voyons ça qu'il a fait, nous avons fait même bidé là. Nous arrivons là, nous allons danser. Sola, sola, tanfoui, la camboisa mayame, ouais, sola, sola, eh. Camboisa mayame, ouais, sola, sola, eh. Camboisa mayame, ouais, sola, sola, tanfoui, la camboisa mayame. Mais bon, mais quand même, naturellement, là, ça fait un boulot à battre, faut pas y battre. Bon, c'est gagné, moi.
Sola, sola, tanfui, la camboisa Miami, we sola, sola, camboisa Miami, we sola, sola, tanfui, la camboisa Miami, we sola, sola, camboisa Miami, we sola, sola, bon, là. Nous toujours des fiers de ça nous tailler, parce que malgré j'ai fait non, parce que en quartier quand on fait là, c'est nous qui répétons, puis sorcieuse. Si on met un fait que tout son massambo il fait ça, même là nous l'école maîtresse d'école là t'es capable nous aussi. Faut pas parce que par exemple moi quasi moi, ben c'est pour la voiture ta gros bonda là. La gros bonda c'était maman. Là on jeune mort quartier là, c'était comme ça. Nous passer vers ça. Mais depuis mal là, c'était Noël là. Noël là après même. Mandu qu'on a là quand ça y arrive ça pas blague. C'est notre dans l'école là, depuis ils vont là, ça soulier. Pour rentrer moi là, ça soulier là, qui est-ce qui pinoue? Ou bien toutes mes pouilles nous, c'était dans ces gros cas. Toujours mes pouilles à gros cas. Finalement, on était 40, mais quand c'est tombé, qui était naturel là dans nous garder, mais nous souffrons même nous toutes. Mwanango, 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 mwanango. Je me souviens des interrogations que soulevait la naissance d'un enfant. S'il sortait mal, c'est qu'il était un nègre. S'il sortait bien, on disait que sa peau s'était échappée, ce qui signifiait que l'enfant était clair. Si ses cheveux étaient beaux, c'est qu'ils étaient lisses ou bouclés. Si ses cheveux étaient mauvais ou grainés, c'est qu'ils étaient crépus. Il aura fallu du temps et des voyages pour sortir de cette nuit de reniement, arracher de notre mémoire une histoire si lourde que nous la voulions enterrer dans l'oubli. La traite se faisait, c'était des razzia. Le négrier passait une commande. Il me faut tant de nègres, on allait dans la brousse, on attaquait le village voisin et on rapportait des nègres. Mais avant de s'embarquer, il y avait une cérémonie. Ça m'a toujours beaucoup frappé. À Ouida, si je ne me trompe, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre d'oubli. Et on faisait les esclaves, les nouveaux esclaves, les captifs, les prisonniers, ils devaient tourner 100 fois autour de l'arbre d'oubli. Autrement dit, c'est une mise en condition, un traitement psychologique. Eh bien, mon rêve, c'était toujours de refaire en sens inverse le tour de l'arbre d'oubli. Voilà. Ma ville, Pointe-à-Pitre, s'est étendue en zones industrielles et en galeries commerciales où l'on achète et où l'on vend ce qu'on ne produit pas. Le soir, la ville est morte et repousse la vie dans les campagnes et les bas quartiers. Les anciennes cases créoles sont devenues des maisons en dur et les barreaux de fer ont remplacé les persiennes en bois. Lorsque le touriste débarque et qu'on lui fait visiter la zone industrielle, ce qu'on lui montre, c'est qu'en fait, et c'est là où le mot est absolument extraordinaire, ce qu'on lui montre, c'est qu'il n'y a jamais eu d'industrie. Et ça, c'est un point important dans la mesure où ce qu'on n'a pas assez vu, ou ce qu'on n'a pas su voir à une époque donnée, c'est que
les sociétés antillaises, alors d'abord la Martinique, plutôt la Martinique, et ensuite la Guadeloupe, mais le mouvement est le même, sont passées directement dans l'économie de plantation et l'économie de service. Nous sommes rentrés dans la modernité des années 90, dans les années 60. Et la conséquence pratique, c'est que nous sommes rentrés dans la modernité dans les années 60 de l'économie de service avec les réalités de l'économie de service. C'est-à-dire ce que la France métropolitaine découvre aujourd'hui, que la mutation de son économie se traduit par une précarité grande des populations, se traduit par un statut de la femme qui évolue, se traduit par un chômage qui est important, se traduit par l'impossibilité de trouver des emplois pour les jeunes. Ce qu'elle découvre aujourd'hui, la cité métropolitaine, elle nous l'a fait découvrir dès les années 60. Je me rappelle l'époque où cette zone industrielle remplaça les cases insalubres et la mangrove sauvage. On lui donna sans surprise le nom d'une vieille famille de colons blancs, Jarry. J'ignorais qu'un jour, j'y rencontrerais un chef d'entreprise qui accepterait de me parler de ce qui, le plus souvent, ne se dit pas. Et comment cette zone est mélangée avec de l'habitat ici et de l'industrie ici. Mon père, c'était Gaston Viviès, c'était un Martiniquais d'origine, une famille nombreuse. Et mon grand-père étant mort très jeune, mon père et ses frères, ils ont quitté la Martinique assez tôt pour chercher du travail. Et puis, il est arrivé ici en début des années 40, avant la guerre, avec deux de ses frères. Puis ils se sont installés et puis voilà. Nous avons fait souche ici en Guadeloupe. Ce qu'on appelle aujourd'hui une famille de béquets. Je me sens complètement guadeloupéen, mais je ne peux pas ne pas assumer le fait que je fais partie d'une petite communauté qui a eu une histoire très douloureuse avec la majorité, la communauté majoritaire de l'île. Et la difficulté aujourd'hui, c'est des deux côtés de faire table rase de ce qui s'est passé, de cet épisode tragique de l'esclavage. Tout le monde sait que tout le monde a été dans tous les pays du monde, il y a eu des maîtres et des esclaves. Je pense que la particularité chez nous aux Antilles, c'est que quand on voit un blanc, on dit lui c'est forcément un descendant des anciens maîtres. Et quand on voit un noir, on dit c'est forcément un descendant des esclaves. Donc on est identifié comme tel. Moi personnellement, je ne me considère pas comme responsable de ce qui s'est passé. J'assume mes parents, bien entendu, ceux que j'ai connus, mon père et mon grand-père. Mais ceux qu'il y avait avant, je ne les connais pas. Je ne sais pas d'où nous venons, je ne sais pas quand nous sommes arrivés ici, et je n'éprouve pas d'intérêt à le savoir. Ce qui m'intéresse plus, c'est où va la Guadeloupe.
était en position sérieuse. Au niveau du travail, l'idée qui était répandue souvent en matière de hiérarchie, c'est que les Noirs ne commandent pas les Noirs, ou les Noirs n'obéissent pas aux Noirs. Ça, c'est l'idée la plus généralement répandue, qui s'est souvent confirmée. Souvent confirmée, et qui provient souvent de la part d'hommes noirs qui ont une position hiérarchique de commandement, mais d'une espèce de complexe à vouloir imposer à d'autres noirs des règles, simplement une certaine rigueur, etc., parce qu'ils sont critiqués. On dit, mais comment tu es un noir comme nous-mêmes et tu veux nous commander comme les blancs nous commandaient? En fait, c'est un peu, ça vient de ça. Dans mon expérience professionnelle, une des choses dont je suis le plus fier, c'est d'avoir détecté, c'est relativement récent, des Noirs à qui j'ai pu donner des promotions et qui aujourd'hui assument leur position hiérarchique sans aucun complexe, sans laxisme et sans brutalité, comme il faut le faire, et qui sont acceptés. Donc ça aussi, c'est un élément favorable. Ça prouve que les choses évoluent dans ce domaine-là. La vomi? Non. Il est vrai que dans le groupe d'entreprises que je dirige, sur une quarantaine de cadres, des cadres de race noire, ils sont 4 ou 5. Donc 10% de l'encadrement, 90% de l'encadrement de ces entreprises sont des blancs. Alors que des blancs pays, nous sommes, ou les béquets, comme on dit en Martinique, nous sommes une communauté qui représente 1% de la population. Tout au long de ces années où j'étais inspecteur du travail, j'étais face à des groupes, c'était des groupes sociaux antagonistes, mais antagonistes comme ça l'est toujours dans le monde du travail, mais aussi où on voyait des noirs face à des blancs, et c'est toujours ceux qui commandaient. C'était des noirs face à des blancs. Alors quelquefois c'était des métropolitains qui ne comprenaient pas le langage. Et ma position là-dedans, elle a toujours été une position... C'était ma profession, je devenais professionnelle, mais ça n'empêche que j'étais obligée d'être professionnelle. Parce que je voulais durer, d'une part, mais je voulais résoudre les problèmes qui se posaient. Donc, je ne pouvais pas m'impliquer personnellement, mais mon implication, elle était de toute façon, puisqu'il fallait traduire la revendication auprès de ce groupe du patronat pour pouvoir... et je disais toujours que c'était dans l'intérêt de tous, mais ça a quelque chose d'aseptisé. Mais au fond, je voyais bien, il y a ce que je dis, mais si tu devais photographier, tu verrais que ce que tu verrais, imagine un peu une salle, imagine mon bureau avec un conflit, et tu verrais tout de suite le problème qui se pose. C'est en permanence un problème que l'on peut retrouver partout, mais avec toujours en toile de fond un affrontement, donc il y a l'affrontement social, mais
il y a aussi cet aspect de race, ce sont des noirs en face de blancs. Comme chacun d'entre nous, j'avais appris ailleurs que dans les livres qui nous venaient de France, ailleurs que sur les bancs d'école de la République, l'histoire d'un ordre de violence qui avait marqué pendant des siècles chaque geste de notre vie quotidienne. Pour comprendre cet ordre de violence et comprendre comment elle est codifiée dans le texte, au-delà du Code noir, je fais référence à une instruction qui est un peu moins connue de 1765, inspirée par un créole, selon l'expression de l'époque, martiniquais, et qui parle de la nécessité de maintenir et de protéger les colons contre l'état de guerre que leur impose la présence de masses serviles. C'est-à-dire que ce qui est légitimé, c'est qu'effectivement, entre le colon qui domine, donc le béquet qui a à organiser l'ordre, et la masse servile, il y a un état de guerre. Et cette dimension des choses, cette séparation forte, dans le mode de regard qui est posé sur la masse servile, elle est intériorisée, cette dimension, par la masse servile. Cela fera partie de son monde. Et l'ordre qui se met en place va définir les places que chacun occupe dans le système de production, et va définir également les places que chacun occupe dans les relations que les hommes et les autres doivent entretenir entre eux. Comme si la suite logique de notre histoire devait être de toute éternité d'enfermer nos destins à fond de cale, tous les besoins de l'île, les plus anodins comme les plus essentiels, traversent l'océan au fond des conteneurs. Jamais, arrière. Attention, Grémis, attention. J'ai retrouvé sur les visages et dans les attitudes de ces travailleurs de la nuit les gestes de labeur qui jadis nourrissaient dans l'habitation les musiques et les chants paysans, comme des empreintes qui du fond des docks ne parviennent pas à quitter les voix et les corps, comme des empreintes qui du dimanche de l'Épiphanie au mercredi des Cendres revisitent les fantômes et les mascarades du carnaval. Carnaval, c'est un été qui est lié avec la colonisation. Au départ, là, les colons arrivaient, ils ont mené Sakitayo. Et parmi Sakitayo, il y a un déguisement. Le premier butin, historiquement, le premier butin qui fait ici, c'est le déguisement. Et en même temps qu'il y a des fait déguisement, il y a des combattre toute manifestation à esclaves qui était faite à l'endroit tambour. Parce que la manifestation qui était faite à l'endroit tambour était représentant un danger pour eux. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, le peuplement à la Guadeloupe même fait que tout un série de monde vient et ils viennent par rapport à eux. Et donc, tout un série de monde qui n'a pas tenu l'habitude d'accéder au carnaval, ils ont commencé à pratiquer le carnaval.
Ils viennent déjà, ils arrivent. Ils arrivent. Là, oui, hein? Ouais, ils arrivent là. Ce soir-là, je n'avais pas cessé d'observer cette femme, Madame Vulgaire, et sa manière de gouverner les réjouissances du carnaval. Elle me rappelait nos mères, nos grands-mères et toutes ces femmes antillaises que rien ne semble défaire ou soumettre. Des femmes qui tissent, l'air de rien, l'histoire d'une résistance secrète aux duretés de la vie, à coups de sourires entendus, de paroles acérées, de regards obliques, de manger généreux. Il suffira qu'il y ait un petit assaisonnement sur un riz de misère pour faire passer le reste. Manger créole à présent, comment on dit ça, modernisé. Et il a fait des mélanges qui moi-même, on pas dit ça, il a dit moi parce qu'on a critiqué. Donc on a attendu ces mélanges-là, mais ni des mélanges à pas comprendre. Moi habitué à manger simple. Par exemple, fouille à pain. Moi en levant en campagne, ou quoi bouillir fouille à pain à eau, ou de mettre chercher des épinards là, boire canne là, ou quoi nettoyer, ou quoi mettre en l'ail. En tout cas, il y a un rivière là, on peut prendre des écrevisses. On peut laver, on peut mettre dans les fouilles à pain là, nous pouvons prendre de l'eau à fouiller à pain là, écrevisses là, nous pouvons mettre un petit pécive, un petit bois citron, un petit morceau de piment, et nous pouvons faire une sauce. On va écrevisses, à présent, écrevisses là, qui est à présent là, on va manger écrevisses de l'élevage là. On peut faire bien, mais on peut aimer, parce que moi, habitué à manger écrevisses marron. Écrevisses là, on voit les rivières, les marron, les cuitis rouges, t'as là, rose, on y a un rose pâle. Pas mais mais comme il est tellement cher, les en rivière comme ça, c'est ça on peut manger. Tout le monde qui ça, on peut manger, on peut manger. Mais moi, à comprendre là, il dit qu'on fait écrevisse d'élevage, à comprendre ça te permet que l'écrevisse te vienne plus bon marché, tout le monde ménage, te peut manger, tu bois écrevisse. Mais il est aussi cher. Il est aussi cher. Souvent, je me demande ce qui de nous-mêmes restera, de nos regards ou de nos rires, de nos musiques, de nos silences, de nos badinages qui toujours nous accompagnent, même dans la gravité. Après l'abolition de l'esclavage, la géographie la plus lointaine a continué de croiser les méandres de notre histoire. De nombreux Indiens des Indes avaient été débarqués sur nos îles. Ils passaient craintifs, les yeux baissés. Leur silence, leurs esquives m'intriguaient. On disait d'eux qu'ils n'étaient que des coulis malabars ou des Calcutta. Tout près de ma maison vivait une famille d'Indiens. Je me souviens qu'au fond de leur boutique, il y avait un très vieux, un très triste Calcutta. Il ne sortait jamais, il ne parlait pas, comme s'il pleurait sans larmes des souvenirs lointains. Pourtant, il invitait mon père dans leurs cérémonies interdites par l'Église. Mais la communauté indienne est minoritaire parce que la communauté indienne est venue en Guadeloupe après l'abolition de l'esclavage. Et lorsqu'il y a eu des comptoirs, notamment à Chambernagor en Inde, il y a plusieurs contrats, et qu'ils ont recruté des Indiens pour venir s'occuper de la canne à sucre. Parce que lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, les nègres ont délaissé les plantations de canne et des maîtres, des esclavagistes, ils ont parti vers la ville. Et les Indiens sont venus.
Je me souviens des monticules de riz sur des feuilles de banane. On mangeait à la main. Je me souviens de leurs pieds nus, des odeurs d'encens, de safran, de colombo, de plantes étranges qu'il fallait manger sans ciller car nous étions leurs hôtes. Je me souviens surtout qu'on tranchait au sabre la tête des cabris pour les manger ensuite et que ce sacrifice était une fête. Alors nous avons jeûné pour faire une cérémonie indienne, c'est-à-dire que nous avons demandé une grâce en quelque sorte, quelque chose qui a été accepté. Et en remerciement, nous sommes venus faire une cérémonie, nous avons jeûné pendant 15 jours et nous avons imploré les différentes divinités que nous, la communauté indienne guadeloupéenne, que nous avons gardées de ce que nous ont emmené nos ancêtres lorsqu'ils sont venus ici pour travailler les terres. Et là, aujourd'hui, nous avons imploré Mal-Yémen, Mal-Lévilain, Nagulumila et Ganesh. Nous continuons à aller à la messe puisque, en fait, l'Indien considère qu'il y a un seul Dieu. Qu'on nous a obligés d'être catholiques ou que nous pratiquons notre religion hindoue, c'est la même chose. Donc nous avons continué à aller à la messe, à être baptisés, à se marier à l'église, à avoir des enterrements à l'église. L'un n'empêche pas l'autre, puisque nous avons un seul but, c'est d'être avec Dieu. Je ne regarde jamais la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre sans penser que ces palmiers centenaires ont été témoins de nos révoltes anciennes. Je pense au commandant Delgrès, qui lui n'aura jamais de statue. Je pense à ces 500 compagnons libres qui choisirent de mourir avec lui en combattant les troupes napoléoniennes venues rétablir l'esclavage en 1802. Je pense à leurs compagnes, ces vaillantes dont on dit ici qu'elles ne jouent pas et dont je ne saurai jamais ni les noms ni les visages. Il y avait Marie-Rose la négresse et Solitude la mulâtresse, dont l'histoire, plus tard, beaucoup plus tard, donna une petite chanson. Je pense à notre histoire que les mots ne disent pas. Je pense à nos tambours qui, depuis toujours, du fond des campagnes, au détour des rues et des chemins, de jour comme de nuit, martèlent notre histoire. Des tambours qui racontent une épopée sans fin, que nos visiteurs de passage transforment en cartes postales et en souvenirs exotiques.
les esclaves, il a bien fallu qu'ils vivent ensemble. Ils venaient d'ethnies différentes. Enfin, maintenant, on sait qu'il y avait une grosse proportion de Congo et d'Ibo qui étaient majoritaires, et donc de civilisation de langue bantoue. Donc ces gens-là, il a bien fallu qu'ils trouvent un moyen de s'exprimer, et ils ont créé cette musique. Ils ont créé cette musique à partir de caractéristiques communes des musiques africaines, tout de même. Et voilà, et puis c'est une musique qui s'est adaptée. Je parle du gros cas, mais la biguine, le quadrille qui était donc des danses européennes, une musique européenne a été complètement créolisée, à tel point que c'est intéressant de voir que pour les paysans, il y a un rythme de base de la musique guadeloupéenne qui s'appelle le boularon, et qui est le rythme de base de toutes les musiques. Pour eux, le boularon, c'est le rythme de base du quadrille, c'est le rythme de base de la biguine, c'est le rythme de base du gros cas. Je pense à ces mélanges de plaisir et d'ironie que disent nos danses, trop ravis d'avoir conquis ce qui ne nous appartient pas. Je pense à ce que disent nos chants, de rires et de pleurs, si bien cachés, si bien enfouis, que la douleur recouvre de masques que nous seuls savons reconnaître. Chants-là, qui font partie du Les Roses, la référence à la mère, au père, au frère, à la sœur est constante. Constante, constante. C'est un cri. Je suis blessée, j'appelle mon papa, ma maman, mon petit, mon enfant. Et ça, c'est les chercheurs, les psychanalystes, sociologues, chercheurs, enfin, sur les Antilles, les recherches les plus récentes qui se sont intéressées, en particulier ceux qui se sont intéressés à la famille, ont montré à quel point, si tu veux, l'antillais est divisé dès le début de la colonisation, et que la famille antillaise est le produit de cette colonisation. Tous les analystes de la famille antillaise le disent, et je le retrouve dans les chants. L'homme a été évacué, le mâle, je veux dire l'homme, a été évacué de la cellule familiale et n'a pas eu de pouvoir réel. Et toutes les difficultés entre l'homme et la femme antillaise sont basées là-dessus. Et c'est un drôle de départ pour une société. C'est une société, je te l'ai dit, l'homme est né, l'antillais est né sous le signe de la division, il est divisé jusqu'à présent, division dans les rapports hommes-femmes, division qui est peut-être la plus grande, enfin pas qui est peut-être, encore là, tous les analystes s'accordent à dire que c'est la plus grande division, plus grande que la question noir-blanc, que la division noir-blanc. Division dans les rapports hommes-femmes, division donc dans la couleur, et puis un système de violence. Enfin, c'est pas la peine de parler de ça. Qui fait qu'il y a eu un véritable apprentissage de la domination et de la violence.
un véritable apprentissage. Bon, cependant, je pense que le choix individuel est toujours possible. Je suis persuadée qu'à toutes les époques, il y a eu des gens qui ont choisi, à toutes les époques et aux Antilles, même pendant l'esclavage, il y a eu des gens qui ont choisi, à quel prix ça, et qui ont choisi de ne pas être à leur tour des oppresseurs. Mais ça, aux Antilles, tous les Antillais, enfin oui, les Antillais disent qu'on ne s'aime pas, que les nègres n'aiment pas les nègres. Souvent, je pense à nos douleurs fendues d'éclats de rire, autant que nous n'avons jamais su compter, à force de savoir la vie passagère, à nos ruses et à nos détours lorsqu'il nous faut croire que tout va bien. Je pense à notre présence dans ce monde, toujours entre deux eaux et plusieurs terres, entre volcans et vents contraires. Souvent, je pense à ce que nous avons fait de notre liberté, à nos silences, à nos oublis, à nos enfants et à ce qu'il nous reste à leur dire. « 150 ans après l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises, une soirée exceptionnelle, un documentaire et un grand film de cinéma par des réalisateurs de La Réunion et de la Martinique.